Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 15 février. Des flammes impressionnantes et des fumées toxiques. Hier, à Punaouia, un violent incendie a mobilisé plusieurs casernes pendant toute la nuit. Un sinistre maîtrisé au petit matin sans faire de victimes. Nouveau visage à la tête de l'éducation en Polynésie. Samantha Bonet-Tirao prend les rênes du ministère après le départ de Roni Teripaia. Quelles sont ses priorités? Quelle orientation? Son action sera-t-elle dans la lignée de son prédécesseur? Doit-on s'attendre à du changement? Elle est notre invitée pour préciser ses priorités. Et ne manquez pas votre rendez-vous dominical avec nos journalistes sportifs tout-terrain, VTT, kayak, athlétisme ou encore taekwondo. Revivez les temps forts des événements du week-end. C'est en deuxième partie dans votre grand JT Sport. Un incendie impressionnant s'est déclaré hier soir du côté de Punaouia, au PK10. Le feu a pris dans une habitation alors que tout le monde s'endormait sauf un enfant qui a donné l'alerte. Les 6 occupants ont pu être évacués mais les dégâts matériels, eux, sont considérables. Poussé par le vent, le feu s'est propagé à la quincaillerie voisine de la maison. Les renforts de Papeete et FAA ont permis de maîtriser le sinistre au petit matin. Les détails avec Yann Roy et Nicolas Pérez. Il est environ 22 h hier soir lorsqu'un incendie se déclare dans une maison située au PK10 de la commune de Punaouia. 6 personnes, dont 4 enfants, sont à l'intérieur. Ils dormaient tous, sauf un enfant. C'est pour ça que je remercie quand même. On est très croyants en Polynésie. Cette petite voix qui nous dit il y a quelque chose. Il est allé réveiller sa maman en disant qu'il y avait une odeur de fumée. Et c'est comme ça que tout est parti. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont pris les enfants avec l'aide de tous les gars qui travaillaient sur la roulotte de devant. Et heureusement qu'ils étaient là. Je pense qu'il y aurait peut-être eu des victimes dans ces cas-là. Une chaîne de solidarité permet donc d'éviter un drame humain. Mais un des chiens de la famille, coincé par les flammes, périt. En quelques poignées de minutes, ce sont plus de 50 ans de vie qui partent en fumée. Un incendie violent, attisé par le vent, et qui a sans nul doute un impact psychologique sur ces rescapés. Ils ont l'air d'être bien, mais je pense qu'intérieurement, mais ce soutien familial, cette présence, en tous les cas, réconforte. On a toujours été comme ça. Depuis hier soir, les proches se mobilisent pour apporter à cette famille un soutien moral et logistique. Oui, ça a commencé hier. Donc déjà les amis, ils sont arrivés. Je sais qu'il y avait un club de djut de mon petit-fils, de mes petits-enfants, qui sont venus là à boire, à manger pour les soutenir. Donc les amis, là aujourd'hui la famille, il y avait beaucoup d'amis aussi. Donc c'est hyper important, cette résilience-là ici, c'est waouh. 3 casernes et une trentaine de pompiers luttent contre les flammes jusqu'au petit matin. Un brasier qui se propage rapidement vers la quincaillerie Hugues, voisine de cette habitation, est fermée pour vacances annuelles. Ce matin, les stigmates témoignent de la violence du feu. Ce matin, on peut constater que la structure a été fragilisée due à l'intensité du feu. Et grâce à d'autres casernes qu'on a pu s'y construire le feu. Là, ce matin, avec mon équipe, on fait une reconnaissance pour regarder où sont les points à traiter. La priorité pour les soldats du feu de la commune est de sécuriser le périmètre et les habitants du quartier. Éteindre le foyer pour éviter la propagation aussi des fumées par rapport au voisinage qui les entoure et pour les éviter d'être intoxiqués par les fumées toxiques. Les pompiers de Punaouia resteront toute la journée pour éviter tout nouveau départ de feu et surveiller la structure fragilisée. Et si vous souhaitez apporter votre aide à cette famille de sinistrés, une cagnotte en ligne a été lancée. Tous les détails sont à retrouver sur tntvnews.pf.
Après cette nuit sous tension à Punaouia, place maintenant aux enjeux institutionnels. Elle a été nommée à la tête du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture. Samantha Abonné-Tirao succède à Roni Teripaya et reprend des dossiers sensibles, charte de l'éducation, calendrier scolaire, plan Marshall pour les infrastructures, des chantiers attendus par les enseignants, les familles et les communes. Elle est en plateau avec nous ce soir pour détailler sa feuille de route. Samantha Abonné-Tirao Yorana, merci d'être avec nous ce soir. Yorana, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais, s'il vous plaît, adresser des pensées affectueuses et d'encouragement à la famille d'Arsène, qui est un personnel de la DG2E. Tout mon soutien, tout le soutien de la communauté éducative pour cette dure épreuve et cet incendie. Merci. Alors, Samantha, vous arrivez à l'éducation de la culture et à la culture à 2 ans de la fin de la mandature, après l'éviction donc, de Roni Teripaya et sur fond de tension sur l'avancement de plusieurs dossiers. Est-ce que votre priorité est de finaliser les chantiers engagés ou d'impulser de nouveaux projets ? Alors évidemment qu'il faut poursuivre les chantiers prioritaires. Parmi ces chantiers, nous avons par exemple les calendriers scolaires. Pour ces calendriers scolaires, au fait, nous avons retenu des propositions qui seront soumises selon le parcours réglementaire qui doit être mis en œuvre dès demain. Et ce que je vise, c'est que les calendriers soient disponibles pour le 30 mars au plus tard. Et est-ce que vous savez pourquoi ces calendriers ont tardé à être publiés cette année ? Il y a une intention derrière, au fait, qui est de modifier le calendrier scolaire pour permettre à nos élèves d'avoir on va dire, des périodes scolaires plus longues en période fraîche. Les études ont été menées, ça a pris un peu de temps. Maintenant, on avance et je vise le 30 mars. Et hormis donc les calendriers scolaires, est-ce qu'il y a d'autres dossiers urgents sur lesquels vous voulez des résultats rapides ? J'en ai parlé lors de ma conférence de presse. J'ai notamment évoqué le transport scolaire de Moria, puisque les familles attendent d'avoir des réponses claires. Les travaux qui ont été lancés sont terminés. Je suis dans l'attente de quelques dernières, des derniers éléments pour pouvoir arbitrer et proposer au fait une solution durable. Je ne souhaite pas que les transports scolaires soient juste mis en place de manière provisoire pour une semaine. Je vise la durabilité et la régularité et donc je prendrai les décisions dès cette semaine pour que nos élèves au fait puissent avoir un transport scolaire qui soit digne de ce nom. Et en parlant donc des transports scolaires à Moréa, où en sont les services aujourd'hui ? C'est ce que je viens de dire. Donc, au fait, tous les chantiers, enfin, le chantier qui a été lancé pour pouvoir offrir à nos élèves un transport scolaire certain sont finis. Il me reste quelques dernières confirmations parce que je voudrais prendre une décision sûre et durable. Et à qui porte cette responsabilité ? Le pays, la DG2E ? La DG2E a travaillé sur ce projet. Donc, c'est la DG2E qui, à mes côtés, va poursuivre ce travail avec moi. Alors, Madame la Ministre, vous êtes également donc en charge de la culture. Justement, cette transmission culturelle était à l'honneur cette semaine à Papara. Vendredi, les collégiens ont célébré le Ourou, symbole fort de l'identité polynésienne à l'occasion du Matari Inia, une journée dédiée aux savoirs traditionnels et à leur transmission aux jeunes générations. C'est un reportage signé Sam Teinaure. De la cuisson sur le feu, dans l'huile, en ragoût ou en farine, le ourou garde une place centrale dans l'alimentation des Polynésiens. Il peut servir de modèle pour les tifeifei ou de matériau pour la fabrication du tapa. Cette journée du Ourou entre dans le cadre d'un projet pédagogique pluridisciplinaire établi depuis le début de l'année scolaire. Alors, dans la continuité de Matari Inia, nous avons mis en projet une sortie pédagogique vers Tiahupo où on a pu observer 28 différentes variétés de Ourou grâce à M. Ipeva Lévy. Et ça a été très riche en expérience personnelle pour les élèves et en connaissance surtout sur l'objectif qu'on avait de connaître les différentes variétés de ourou. Ces démonstrations et dégustations ont également pour but de reconnecter les élèves avec la culture polynésienne, une culture centrée sur l'abdomen, Aau, point névralgique de toutes les émotions chez les Maoris.
Alors Madame la Ministre, on vient de le voir, la culture polynésienne trouve toute sa place au sein des écoles aujourd'hui. Est-ce que c'est une priorité pour vous ? C'est une priorité parce qu'on ne peut pas envisager l'éducation d'un côté, l'enseignement supérieur d'un autre et puis la culture d'un autre. C'est un même parcours de vie et puis l'éducation est vecteur de culture. Donc ça ne peut être qu'un chantier commun. Alors justement, vous mettez l'accent sur la valorisation des langues et cultures polynésiennes. Comment voulez-vous mettre ça en place au sein des institutions ? Alors il y a bien sûr tout le travail qui est mené dans le cadre scolaire par nos enseignants et dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Il y a un gros chantier à mener en lien avec la politique linguistique familiale parce qu'au fait, il faut redonner envie à nos familles de se réapproprier la langue et de la parler tous les jours. Et pour cela, il faut être en mesure au fait de proposer des dispositifs qui vont justement permettre aux familles de se saisir de ces contenus pour qu'ils puissent être en mesure de le parler tous les jours. Je parle par exemple concrètement des petits spots publicitaires qui soient bilingues, des documentaires qui existent déjà et pourquoi pas les sous-titrer pour que, voilà, qu'il y ait au fait un va-et-vient entre ces langues à l'école mais aussi dans nos familles et bien sûr un travail sur l'environnement qui entoure les familles et l'école. Et est-ce qu'il y aura plus d'heures obligatoires de l'autorité proposées dans les écoles ou est-ce que ça restera une option ? Il y a déjà des horaires, des créneaux horaires qui sont fixés. Pour le moment, il faut rester sur ces créneaux horaires et avancer prudemment puisque l'une des priorités est aussi la formation des enseignants. Si on veut faire de nos élèves de bons plurilingues, alors il faut accompagner cette formation des enseignants, pas que en langue tahitienne, mais aussi dans toutes les langues polynésiennes. Et c'est en ce sens aussi que je veux développer les actions culturelles avec l'éducation, mais aussi avec les services de la culture. Alors côté culture, plusieurs projets d'infrastructures reviennent régulièrement, la médiathèque, la nouvelle salle de Te Whare Tauhitinui à Tauata aussi. Où en sont ces dossiers aujourd'hui ? Alors, je sais que les équipes y ont travaillé. Je vais les rencontrer cette semaine pour faire un point et voir comment est-ce qu'on peut établir un calendrier qui soit durable pour qu'on puisse aboutir au fait sur ces projets. Alors justement, en parlant de calendrier, est-ce qu'il y a un calendrier clair aujourd'hui par rapport à toutes ces dates ou par rapport à tous ces projets ? Je le saurai cette semaine. Je sais que des choses ont été planifiées. Je n'ai pas de visibilité sur l'ensemble du calendrier, mais ça fait partie de mes rencontres prioritaires pour la semaine à venir. Et comment garantissez-vous que cette politique culturelle bénéficie aussi aux archipels beaucoup plus éloignés qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que Tahiti ? Ça, c'est un grand défi. Il y a des dispositifs au fait qui existent déjà et qui, à mon sens, doivent être investis pour développer la culture, en tout cas pour permettre l'accès à un plus grand nombre à la culture. Il y a notamment les associations qui sont des relais incontournables sur le terrain. Il y a aussi, il ne faut pas oublier nos chercheurs, nos scientifiques qui se déplacent pour les aires marines éducatives ou pour d'autres projets qui peuvent eux aussi impulser une autre manière de voir la culture parce que la culture, ce n'est pas que les traditions, c'est aussi les savoirs autochtones, les savoirs traditionnels qui nous ont été transmis comme la pêche, le sport et dans nos familles, dans nos archipels, nous regorgeons de personnes ressources humaines, des personnes ressources incontournables qui peuvent nous aider sur ce volet. Donc on va partir sur ce maillage du territoire pour que la culture soit accessible à un plus grand nombre. Alors vous aviez également évoqué l'importance d'accompagner les étudiants polynésiens formés à l'étranger de revenir ici sur le territoire. Comment comptez-vous faire pour cela ? Alors d'abord, il y a évidemment des échanges qui doivent être faits avec l'université, puisque nous avons l'université aussi ici, mais aussi avec des partenaires, au fait, comme le vice-rectorat, l'enseignement supérieur, qui peuvent, au fait, nous donner des pistes de réflexion pour que nos jeunes puissent se former ici aussi d'abord, et ailleurs, et pour qu'ils puissent revenir. Donc ce sont des groupes de travail en interministérialité notamment, parce que former les jeunes qui soient capables de bâtir et qui vont être utiles au pays demain, c'est aussi travailler avec le ministère du Travail et les autres ministères, au fait, qui vont pouvoir ouvrir des pistes d'exploration pour former les jeunes de demain. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À quelques semaines des élections municipales, la campagne entre dans une nouvelle phase. On ouvre cette page spéciale dédiée aux enjeux locaux.
Papeete Touhere, c'est le nom de la liste conduite par Boniface Tehei à Papeete, un élan porté par les militants de Ahereia Polinetia. Habitué des coulisses de la politique, Boniface Tehei a décidé de s'exposer pour proposer un renouveau dans la capitale. On l'écoute au micro de Yann Roy. Nous avons des priorités à mettre en place, comme la sécurité. Au niveau de Papeete, renforcer la police municipale, renforcer aussi tous les équipements de surveillance au centre-ville de Papeete. Ensuite, notre axe vraiment principal, c'est la solidarité. On tend vraiment vers une société, vers une commune participative avec les habitants. Surtout au niveau des quartiers, il y a cette solidarité qui doit être menée par la municipalité avec beaucoup de projets. Il aura été un allié de longue date du maire sortant, il est désormais candidat. René Temeharo se lance pour la première fois en tête de liste à Papeete. Depuis un an, il arpente les quartiers pour installer sa campagne et convaincre. Nicolas Pérez l'a suivi du côté de la mission. René Temeharo se lance officiellement comme tête de liste pour les prochaines élections municipales de Papeete. Une première pour l'ex-ministre et adjoint au maire sortant depuis 30 ans. Pour lui et son équipe, la priorité se situe au niveau de la mobilité de ses administrés. Oui, le constat pour la vallée de la Mission par exemple, c'est 200 francs pour monter donc, dans le transport, pour aller à l'évêché, pour aller aux écoles, l'aller et le retour. Donc ça fait 400 francs la journée, donc c'est difficile pour les familles qui n'ont pas de moyens. Demain, nous allons entreprendre de mettre des moyens, des bus gratuits pour l'ensemble des habitants de Papeete. Financement estimé pour ces bus gratuits, 250 millions de francs à l'année. Autre dossier prioritaire pour l'actuel troisième maire adjoint, l'emploi. Dès demain, nous allons ouvrir un vrai service de l'emploi au RUPA pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'emploi sans regarder l'âge. Donc ces transports vont aussi faciliter aux jeunes demandeurs d'y accéder directement à l'hôtel de ville pour qu'enfin on puisse les regrouper avec évidemment une structuration pour les formations, pour l'adapter au travail qui est attendu. René Temeharo, avec son mouvement Tama no Papeete, tiendra un meeting le 28 février prochain. Il y dévoilera officiellement ses colistiers et son programme complet. Et à Pirée aussi, la bataille s'organise. Abel Temari, ancien éducateur sportif et premier adjoint sortant, lance sa liste No O et Pirée après 40 ans d'engagement communal. Il se présente comme une alternative de proximité face à Edouard Fritsch avec ses 3 priorités, sécurité, tranquillité et culture. Autour de lui, plusieurs figures locales dont Mélinda Baudin et Félix Tokoragi. Notre journaliste Esther Cuneo l'a suivi lors de l'une de ses rencontres et des quartiers cette semaine. Mais on a des projets. Ce centre de jour pour personnes âgées, pour lutter contre la loisiveté de ces personnes, parce que quand tu es à la retraite, parfois tu ne sais plus quoi faire. Et c'est surtout cette maison solidaire qu'on veut mettre en place. On a ici une commune composée de 2 catégories de personnes, les moins nantis et les mieux nantis. Nous, on aimerait bien alors que ceux qui habitent un peu plus haut puissent venir en aide à ceux qui habitent un peu plus bas. Ça crée une harmonie, mieux vivre ensemble, tu vois. C'est cette solidarité que je veux mettre en place ici. On parle beaucoup de proximité, mais on n'agit pas dans la proximité. Cet état de confiance entre la population, les élus et l'administration communale. C'est ça la vraie priorité de notre mandat. Hein. Une campagne que nous continuerons bien sûr à suivre jusqu'au scrutin. C'est ici que s'achève cette édition de l'actualité locale. Je vous laisse en très bonne compagnie avec vos journalistes sportifs. Avant ça, je vous souhaite une très belle soirée et une excellente semaine sur TNTV et place au grand JT Sport. Oriano Yorana. Yorana Mika et bonne soirée à toi et Yorana à tous. Ce soir, on file plein d'énergie. Kayak, taekwondo, sport collectif et focus sur du VTT avec notre invité Hervé Arcade. Le grand JT Sport, c'est tout de suite. Et de nuit à Veirei, les Riders ont lancé la saison. Un parcours technique du spectacle et déjà un niveau relevé. À quelques mois des Jeux du Pacifique, le VTT monte en puissance. Reportage. Frontal allumé, pneus dans la poussière, la saison VTT démarre sous les étoiles à Veirei.
Les riders s'élancent sur un circuit qui alterne zone rapide et passages plus techniques dans le sous-bois. De nuit, la concentration doit être maximale car la moindre hésitation se paye cash. Quelques chutes, mais sans gravité. Des fois on frôle les bois, j'ai tapé plusieurs fois l'épaule. Voilà, c'est pour ça que c'est technique. Et un peu les feuilles mortes qui glissent. Donc voilà, il faut bien contrôler son vélo. Il ne faut pas aller trop vite non plus parce qu'on risque de déraper dans les acacias. L'idée c'est de prendre du plaisir, donc on a fait un parcours un peu technique mais assez accessible pour tout le monde. On voit il y a des sourires partout, donc tout le monde est content du parcours. Donc pour ça on est content. Dès les premiers tours, Tarouya Kreiner impose le tempo. Dans sa roue, Teva Poulain s'accroche et maintient la pression. Un peu plus loin, Kahiri Endler et Midi Gabriarg guettent la moindre opportunité. Après 8 boucles, la bataille s'intensifie. Teva Poulain tente de combler l'écart, mais Tarouya tient bon et conserve l'avantage jusqu'à la ligne d'arrivée. On sait bien que c'est un circuit qui est sélectif à la fois par le physique, mais aussi par la technique et aussi par la chance. Donc forcément, il fallait être premier dans les sous-bois, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et tout de suite, j'ai creusé un écart de 5 secondes. Donc après Teva Poulain, il m'a pas lâché quand même la semelle. Jusqu'à la fin, j'ai fait pas mal d'erreurs, il mettait bien la pression derrière en respirant fort. J'étais pas serein au départ, j'étais pas en forme cette semaine, j'étais malade. Donc je suis parti trop cool. Tarouya est parti devant. Je pense que les concurrents ont pensé que c'était une feinte quoi. Hein, et qu'il allait lâcher. Et en fait non, il fallait partir devant parce qu'après c'est dangereux derrière. Quand il faut dépasser, il faut crier, et puis à chaque fois on manque de tomber quoi. Chez les dames, 6 concurrentes ont pris le départ. Au thème des 8 tours, Clémence Ded fait la différence et s'adjuge la victoire. La soirée s'est aussi ouverte aux plus jeunes avec une épreuve dédiée, histoire de préparer la relève et de promouvoir la discipline avant les Jeux. Il y avait beaucoup de trous et surtout le terrain il est difficile. J'ai réussi à être première en classement scratch et voilà. Prochaine étape déjà en ligne de mire, la Gentleman prévue la semaine prochaine sur la côte Est. Allez, on reste dans l'univers du VTT avec notre invité Hervé Arcade, cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme. Yorana Hervé. Yorana. Alors, le VTT fera partie des épreuves aux Jeux du Pacifique. Comment ces premières courses aident-elles les compétiteurs à se préparer? Oui, il faut tout de suite se mettre dans le bain, surtout qu'on a des grands rendez-vous qui arrivent très rapidement. Dans moins de mois, on sera du côté de Brisbane, en Australie, où il y aura déjà Oceania et la Pacific Cup. On sera obligé d'emmener hommes et femmes pour au moins défendre déjà le titre de Teva Poulain et de Clémence Ded qui ont remporté il y a 2 ans le titre Pacific Cup. Donc on est obligé de se préparer très tôt. Alors comment ça se passe pour la suite justement pour le chemin de sélection? Voilà, donc là la saison elle commence tout juste. Donc c'était la première compétition, on a fait le VTT. Le week-end prochain on a la Gentleman. Et bien sûr, le grand rendez-vous, on va dire, sur route, qui est la fameuse randonnée, la cyclosportive Malmezac. Donc, le but maintenant, on va dire que les règles ont été données à tous les présélectionnés, c'est d'être au maximum présent sur les compétitions qu'on organise. Ils sont à peu près, on va dire, une vingtaine de présélectionnés. Et au fur et à mesure du chemin de sélection, on fera des sélections. On va commencer à dégraisser, comme on dit, pour trouver les meilleurs. Et surtout ceux qui jouent le jeu à être aux entraînements, rassemblements qu'on préconise, et surtout les résultats sportifs qui vont déterminer les sélectionnés. Et comment ils se sentent, Hervé, actuellement, nos sportifs? Pas trop mal, quand on voit Tarouya qui n'a pas forcément des aptitudes en VTT, il aime ça, mais ce n'est pas son dada. On voit bien qu'il a été très actif dès le départ, on voit que les autres coureurs étaient présents. Donc on voit que tout le monde a pris au sérieux l'enjeu qui nous attend, surtout que ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu le cyclisme au jeu. Donc je pense que tout le monde a envie de bien faire pour être vraiment représentatif du Fénois dans 1 an à peu près. Alors les épreuves de cyclisme sur route à Montréal auront-elles lieu aussi là-bas? Quelle visibilité ça apportera à cette discipline? C'est vrai qu'on a de la chance parce qu'au niveau du cyclisme, on a quand même 2 disciplines phares, la route et le VTT. Et dans chaque discipline, on a au moins 2 voire 3 épreuves. Donc la route, ça se passera du côté de Montréal pour l'épreuve en ligne, à peu près 100-110 km. Le départ, ce sera le long d'une plage, mais l'arrivée, ce sera certainement au niveau du Belvédère. Donc on est en train de gérer les choses. Ensuite, on a le contre-la-montre individuel et aussi une discipline qui est nouvelle, c'est le contre-la-montre mixte, 2 hommes et 2 femmes. Donc là, il faudra préparer ça correctement pour avoir une harmonie dans les relais. Et après, le VTT se passera au Parc Véré. On aura une épreuve, comme vous l'avez vu, en XC. Donc épreuve normale de peloton, mais 2 jours. Et peut-être une épreuve éliminatoire, où là, ce sera des formes de manches, où on prendra à chaque fois, on fera des poules, et on prendra à chaque fois les 2 premiers, les 2 meilleurs, pour faire une grande finale, pour
le podium. Et malheureusement, il risque d'avoir un 4e, la médaille en chocolat. Et j'espère que ce ne sera pas nous. Hervé, tout au long de l'année, on t'a vu baliser les parcours, les nouveaux parcours de VTT. Il y en a plein ici en Polynésie. Ouais, il y a un potentiel énorme. Maintenant, c'est vrai que c'est dans les discussions avec les propriétaires privés, on connaît le problème. Hein, c'est beaucoup de terrains appartiennent aux privés. Donc on est dans une négociation, on va dire dans une relation de confiance avec les propriétaires terriens. Donc je tiens déjà à les remercier de nous permettre d'accéder au terrain. Mais c'est vrai qu'on peut trouver du potentiel à Moorea, à la Presqu'île et au Parc Véré, où tout le monde est un peu sceptique. Et il y a un gros potentiel au Parc Véré. Et je pense que je ne vais pas vendre la mèche en disant qu'il y a de fortes chances, voire quasiment sûr, que les jeux au niveau du VTT se feront au Parc Véré. Merci Hervé pour ces précisions et merci encore d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous sur les routes pour la prochaine fois. Merci. Allez, toujours à Véré, mais sur le plan d'eau, cette fois-ci, 52 rameurs pour la première journée des Sprint Series en kayak surf-ski. Le même cap est fixé, préparer les Jeux du Pacifique pour 2027 à domicile. Désiré Teivao n'a pas hésité à mouiller le maillot pour capter l'intensité des courses. Regardez. Les premiers coups de pagaie vers les Jeux du Pacifique. Pour cette première journée de sélection, 26 hommes et 26 femmes répondent présents. Au programme, une course de 2 km et des sprints sur 200 mètres. 2 formats pour permettre à la Fédération polynésienne de kayak d'évaluer les capacités des athlètes. On les prépare déjà sur le matériel qu'on va utiliser pour les Jeux, c'est-à-dire du kayak rotomoulage qui pèse 30 kg, qui seront aux Jeux du Pacifique. Et le format, hein? On a un format de 2 km aujourd'hui et on aura du sprint tout à l'heure. Pour cette première journée des Sprint Series, on retrouve notamment chez les femmes Iloha Echen et Natyahi Sommer, toutes deux médaillées d'or en kayak aux Jeux du Pacifique en 2023. Sans surprise, elles dominent la course de 2 km et se positionnent déjà pour faire partie de la sélection tahitienne. C'est un plaisir d'être là et puis on est participation report pour la PKF chez les femmes. Donc c'est cool d'être plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Et puis de voir cette dynamique s'installer, c'est sympa. Vu qu'il y a plein de femmes, tout le monde peut mériter sa place et personnellement j'essaie d'aller chercher cette place pour faire les Jeux du Pacifique l'année prochaine. Si chez les femmes, le duo Echen-Sommer sera difficile à déloger, du côté des hommes, la concurrence est plus ouverte. J'appelle encore à tous nos futurs rameurs potentiels pour être au jeu de venir les 2 autres journées, hein, parce qu'il y a un joker à mettre. Il faut qu'on gagne ces jeux. Voilà. Et on a cherché 4 médailles d'or en femmes et 4 médailles d'or en hommes. 2 autres journées de Sprint Series seront organisées dans l'année, avant un test event prévu en juillet à Taoné, une répétition générale avant le grand rendez-vous des Jeux du Pacifique en 2027. Et le taekwondo polynésien ouvre sa saison. 213 athlètes réunis hier à la mission pour le championnat de Polynésie. Un rendez-vous clé avant les Océaniens, immersion sur les tapis. Tatami en place, protection ajustée, tension palpable. À la mission, les combats s'enchaînent du matin jusqu'à l'après-midi. Chez les plus jeunes d'abord, Toussaint Benjamin ouvre la compétition, puis place aux cadets, juniors et seniors avec déjà un niveau plus engagé. Pratiquement tous les clubs ont répondu présent, un signal fort pour cette première grande échéance locale de l'année. Car l'enjeu dépasse le titre national. Fin mars, les Océaniens se tiendront à Sydney, une étape déterminante pour jauger le niveau face aux voisins du Pacifique, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est beaucoup de travail, mais on essaie de faire les entraînements tous les samedis, regrouper les jeunes tous les samedis sur l'exception. Et pendant la semaine, il y a des entraînements aussi spécifiques, c'est-à-dire tout ce qui est cardio, endurance, les conditions physiques. Et après, maintenant, on passe sur la partie musculation. Les plus jeunes, eux, sont déjà dans le rythme, dans leur pas, l'envie de suivre la trace des aînés et de se hisser eux aussi vers les grandes échéances. Dans ma finale, j'ai utilisé un mandolio, des pédales et c'est tout. Ma technique que j'ai utilisée, c'est bandage jambe arrière et après je fais mon bandage jambe avant. Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire? C'était difficile? Oui, un peu, parce que j'ai un peu stressé, parce que c'était couleur jaune et j'avais un peu peur. Une saison lancée sur un bon tempo avec désormais les regards tournés vers Sydney. Allez, tout de suite, on rejoint l'homme qui sourit le plus vite que son ombre. Je vais bien entendu parler de Hoanuia Tuahiva qui nous donne l'actualité des sports collectifs. Yorana Hoanuia. Yorana Huriano, Yorana à tous.
Allez, tout de suite, on rejoint sur le plan d'eau nos élèves qui ont fait le show à Mataya. Exactement, Oriano. Les élèves ont fait le show avec le pirogue lors du championnat de vitesse USSP. Plus de 300 jeunes collégiens et lycéens se sont affrontés dans une ambiance électrique avec du suspense jusqu'aux dernières secondes. Tout de suite, le résumé en images. Du spectacle et de la vitesse sur la plage de Tehoro à Mataya. Plus de 300 élèves issus de 23 établissements se sont affrontés en va-à-vitesse dans une ambiance survoltée. Deux catégories au programme, les collèges et les lycées. Sur l'eau, les jeunes rameurs n'ont rien lâché. C'était bien, au début on était dernier, après on est remonté par là, après on est remonté deuxième, après on était en combat. Comme votre prof a dit, vous faites deuxième aujourd'hui avec des filles plus jeunes, l'année prochaine vous revenez pour gagner? Oui, on va s'entraîner, quand on va revenir, podium assuré. Bon, on est contente, enfin, on a réussi, on s'est pas entraîné comme chacune rame dans ce club. Chez les lycéennes, le niveau monte encore d'un cran. Les finales se jouent à quelques coups de pagaie, au mental et à la stratégie. Alors que le lycée Saint-Joseph avait écrasé toute concurrence pendant les séries, le lycée du Diadème crée la surprise dans une finale parfaitement maîtrisée. À la finale, on ne pensait pas qu'on va gagner. C'était le même tarif que j'avais fait, j'ai juste envoyé au départ. Et après, comme j'ai vu qu'on menait, j'ai ralenti un peu le coup et à chaque fois qu'elles essayaient de revenir un peu, j'augmentais à chaque fois et à la fin, j'ai tout envoyé, on a tout envoyé. Même scénario chez les garçons, une bataille acharnée entre le lycée du Diadème et celui de Taravao. Verdict, Ray Konzen et ses coéquipiers s'imposent en 1 minute 54 secondes et 90 centièmes au thème d'une finale de très haut niveau. Aujourd'hui c'était de gagner, il n'y a pas vraiment de différence là. Comme tous ceux qui ramènent à la finale, c'est plus les champions aussi qui ramènent fédéral. La stratégie c'était plutôt de bien partir sur le départ et ensuite de gérer à côté les copains. Et sur la fin, tout donner, gagner. Le prochain rendez-vous pour ces passionnés du VA est donné le 4 mars pour la Mataya Hoe. Une chose est sûre, la relève du VA polynésien est déjà bien en place. Et en football aussi, il y a eu de l'action à Paia, il ne fallait pas arriver en retard. Surtout pas, Oriano. À l'occasion de la Coupe de Polynésie, les joueurs de Manuura recevaient l'AS Pirée et il n'a fallu attendre qu'une seule minute avant de voir les Oranges ouvrir le score. Pirée domine largement le match à la pause. Le score est déjà lourd, 7-0. Pour la deuxième mi-temps, Pirée ne ralentit pas le rythme et continue à enchaîner les buts. À la 70e minute, Orava Tarahu Graf sauve l'honneur et marque pour Manuura, mais cela n'empêchera pas la lourde défaite de son équipe à domicile. Score final 18-1 pour l'AS Pirée, grâce notamment à un triplé de Tehotu Giton, Ariura Labaste et Sandro Taou. Place aux résultats, puisqu'il y a eu d'autres matchs pendant cette coupe. Exactement, voyons ensemble les résultats du premier tour de la Coupe de Polynésie. Comme je vous le disais, Pirée s'est imposé sur le score de 18-1 face à Manuura. Toujours à Paia, Tearapu FC gagne 2-1 face à Aroué. Enfin, le leader de Ligue 1 s'est déplacé au Marquis pour jouer face au team Faihiri et s'est imposé sur le score de 12-0. Samin perd à Uturua 0-4 face à Tamari Punaru. Puewe Saint-Étienne n'arrive pas à aller jusqu'au bout et se neutralise sur le score de 1-1. Ils vont au pénalty et Puewe s'impose 4-1 face à Saint-Étienne. Enfin, Central Sport s'impose 3-1 face au team Terapu à Amine Oriano. Merci pour ces précisions, Juan. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actualités sport collectif. Maruru. Le reste de l'actu sportive, ça continue en bref et en images. En Nouvelle-Zélande s'est tenu le premier grand rendez-vous de VA néo-zélandais, la Takapuna Beach Cup. 3 jours de compétition se sont enchaînés des formats sprint et marathon V1 et V6. Pour l'occasion, plusieurs équipes tahitiennes ont fait le déplacement et ont décroché plusieurs médailles. Sur le 21 km, ils ramènent l'or grâce à Reheiva en Open, Paddling Connection en vétéran 40 et le Team ADT en vétéran 60 ans. Sur le format 42 km, Taishan Paddle s'impose chez les vétérans 40. Le Team Arit gagne en vétéran 50 et Tumuana Hoe décroche une belle médaille de bronze en Open mixte. La Team Pineula de Nouvelle-Zélande gagne en Open et décroche par la même occasion son ticket pour la Vodafone Channel Race prévue le 13 juin 2026. Sur la piste de Punar où les jeunes athlètes ont pu libérer toute leur vitesse à l'occasion du Challenge Colgate,
Au programme des courses du 50 au 1000 mètres, mais aussi des épreuves d'adresse originale spéciale Saint-Valentin à réaliser en binôme. Sous une chaleur écrasante, les coureurs ont fait parler le chrono avec de très belles performances. Une compétition idéale dans leur préparation à l'approche des prochains championnats de Polynésie en Nouvelle-Zélande et des Jeux du Pacifique 2027 prévus à domicile. Ça va faire depuis la rentrée scolaire que je me prépare tranquillement de mon côté pour les compétitions locales. C'est ma première compétition de l'année. Je lance enfin ma saison là-dessus, donc assez satisfait du bilan. Oui, bien sûr. Objectif Jeux du Pacifique, je fais partie du programme CPP, donc Centre de Performance. Donc l'objectif c'est d'aller le plus loin possible et surtout de représenter Tahiti aux Jeux du Pacifique dans 1 an et demi maintenant. Donc et puis ça permet aussi ce genre de compétition de travailler pour l'avenir et pour les compétitions qui viennent, on travaille. Ce week-end, à la piscine de Tiperui, la Fédération tahitienne de natation a organisé son premier meeting en bassin de 50 mètres. Au total, 108 nageurs étaient engagés. Cette compétition lance la saison en grand bassin après plusieurs mois en bassin de 25 mètres. Objectif, permettre aux athlètes de prendre leurs repères, retrouver des sensations et se rapprocher de leur meilleur temps. Une étape importante dans la préparation des grandes échéances internationales comme les Océanias en mai ou encore les championnats de France élite en juin. Le prochain rendez-vous en grand bassin est prévu en mars avec le meeting Joël Rossi. Allez, sortez les baskets, les rames et les dossards. Ce week-end s'annonce sportif à l'agenda samedi prochain. Ça court vite à Punaru pour les sélectifs des Océaniens. À Taoné, la 787 Paddle Race va faire vibrer le plan d'eau. Et dimanche, direction Tautira, natation, vélo, course à pied, la presqu'île en mode triathlon. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de partager cette passion du sport avec nous. La soirée continue sur TNTV avec Bien dans son Fari. Puis votre série Master Crimes. Demain, Vémi Tiarlo vous accompagne pour le JT. Nous, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et sportez-vous bien.